Bonjour et bienvenue à la dernière session du camp de carrière 2023. Je m'appelle Justin Ford et mon pronom sont il, lui, et je suis ici pour vous dire bienvenue à, à notre session aujourd'hui. Avons-nous manqué quelque chose ou avons-nous piqué votre intérêt pour un thème? Posez vos questions les plus difficiles à notre groupe d'experts. Il n'y a aucune limite. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultané. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour et cliquer sur le lien Power Panel AMA. Please note that this session will be offered in English and French simultaneously. To view the English session, please return to the agenda and click on the link for Power Panel AMA in the vExpo. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Les Algonquins vivant sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous trouvez également. Tu peux trouver un lien dans le chat pour voir votre territoire non cédé. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Questions et réponses, Q&A, dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées et en cliquant le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Comme pour toutes les séances du réseau de jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour vérifier les enregistrements et les idées à date ultérieure, et aussi pour les partager avec vos amis. Maintenant, j'aimerais passer la parole à notre modérateur aujourd'hui et mon cher collègue, Guillaume. Guillaume, c'est à vous. Bonjour tout le monde et puis merci beaucoup à toi, Justin. Justin l'a si bien dit, nous sommes à la dernière session du camp de carrière. Avant de poursuivre, je voudrais à mon tour entamer en disant que je reconnais que je suis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Aussi, Justin l'a dit, c'est mon collègue, il est de la maison. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise le camp de carrière. Le camp de carrière explore les fondements de la construction d'une carrière dans la fonction publique fédérale. Et ce qui vous permettra aussi de vous épanouir aisément et de savoir trouver quelques chemins, quelques façons de naviguer, comme on dit, le plus souvent aussi, et puis de vous épanouir, pourquoi pas. On va répondre donc à toutes vos questions. Pas de questions taboues, tout ce qui vous vient à l'esprit, allez-y, posez-nous les questions. Avant de passer la parole à nos panélistes qui sont déjà ici, veuillez s'il vous plaît répondre aux 2 questions des sondages qui s'affichent maintenant. Je laisse quelques secondes. Donc, la première question, c'est combien de sessions de camp de carrière avez-vous rejoint cette année? Seulement une, quelques-unes, à peu près la moitié, la plupart ou toutes? La dernière question, avez-vous déjà préparé des questions pour nos panélistes? Oui, non, non, je suis seulement venu écouter. Ben, donc, allez-y, votez et puis nous allons voir effectivement au niveau des pourcentages. OK. Là, je constate effectivement qu'à la question 1, seulement une, 24%, et puis la plupart, 25% maintenant. Ben, dans la question 1, l'option 1, seulement une, 24%, ben, ça monte, ça descend là, 24%. Et puis, toutes, 24% aussi. Wow!
La plupart, 24%. Waouh, c'est bien. Même si ce n'est pas beaucoup élevé, mais bon. La deuxième question, avez-vous déjà préparé des questions pour les panélistes? Waouh, 68%. OK, ça va être très, très, très dynamique. Avant de poursuivre, je voudrais brièvement me présenter. Avant de rejoindre le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, j'ai été ailleurs aussi. J'étais précisément à la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada. Je me définirais en trois domaines, langue ou littérature, éducation et communication. Donc, j'ai fait quelques diplômes dans ces trois domaines. J'aime beaucoup faire la radio aussi. J'ai fait la radio en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Et puis, depuis que je suis au Canada, j'ai fait aussi de la radio de l'Université d'Ottawa, ma seule université que j'ai fréquentée, j'aime à le dire, je ne sais pas pourquoi. Je détiens aussi une maîtrise en leadership et politique éducative. Merci encore et bienvenue. Sentez-vous à l'aise de poser les questions, utilisez les Q&A et puis je vais commencer déjà par vous présenter le tout premier panéliste, Olivier. Tu as la parole. Merci. Merci, Guillaume. Comme Guillaume et Justin, je fais également partie de l'équipe du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Un petit peu sur moi, là, je vais passer le plus de temps possible pour les questions. Donc, je dirais que mes zones d'expertise sont les communications. J'ai travaillé également en ressources humaines pour plus d'une année. Puis aussi, j'ai une maîtrise en communication de l'Université d'Ottawa. J'ai fait une thèse, en fait, sur les emojis il y a déjà quelques années de ça. Puis non, j'ai vraiment hâte de répondre à toutes vos questions. J'ai également des connaissances du niveau de l'apprentissage des nouveaux employés. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Merci, Olivier. Un spécialiste à la communication. Je suis très heureux aussi de travailler avec toi, Olivier. Tu t'y connais, en tout cas, je suis très heureux là. Je suis bien encadré. Et puis, la deuxième personne, Audrey-Anne, elle est conseillère en ressources humaines. Audrey-Anne, elle a beaucoup à dire. Écoutez-la aussi. Allô, merci. Merci Guillaume. Oui, moi, je fais pas partie du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, mais je m'implique par le biais d'étudiants GC, qui est le réseau des jeunes, en fait, le réseau des étudiants sous le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Donc, je suis comme la petite bénévole là, qui s'incruste dans l'équipe du RJ. Du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Donc, moi, je suis conseillère en ressources humaines à Emploi et Développement social Canada, puis je me spécialise vraiment dans toute l'expérience étudiante, autant le recrutement, l'intégration et l'expérience étudiante et ainsi que la rétention. Je suis encore étudiante. Je termine sous peu une maîtrise en gestion de projet et je suis une très fière fonctionnaire fédérale. Merci à toi, Audrey-Anne. Et la dernière panéliste, Catherine, qui est conceptrice de politique. Salut tout le monde. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Je suis pas vraiment dans le réseau, mais j'apprécie et j'adore ce réseau-là. Moi, je suis une exécutive. Je viens donner ma perspective d'exécutive, si on veut, pour vos questions. Ça fait 16 ans que je suis dans la fonction publique. J'ai fait mon cheminement, en gros, en créant presque tous mes postes. Très souvent, c'est des postes qui n'existaient pas. J'aime beaucoup travailler dans la transformation des organisations, dans l'innovation des politiques. C'est un domaine qui me fascine, mais aussi ce qui me fascine beaucoup, c'est d'aider les nouveaux qui rentrent dans la fonction publique à un peu naviguer cet écosystème-là qui est assez complexe. Donc, je vais en dire juste un petit peu. J'ai très hâte, moi aussi, aux questions. Donc, je te remets la parole. Merci Catherine, merci Olivier, merci Audrey-Anne. Et donc, n'oubliez pas d'utiliser la fonction Q&A, questions-réponses, envoyez vos questions et puis nous sommes là pour vous soutenir. Les panélistes sont là, des spécialistes, des domaines divers, mais complémentaires aussi. Hein? Voilà, parce que c'est ça aussi. Nous allons passer, avant de consulter les questions, on attend toujours les questions. Nous allons passer déjà à une première question qui est là. De nombreuses sessions ont porté sur l'engagement et le développement de votre réseau. À quel moment de votre carrière deviez-vous ajouter le bénévolat à votre travail? Je peux me lancer, puis mes panélistes, si vous voulez continuer ma réponse.
De mon côté, je dirais qu'il n'est jamais trop tôt. De mon expérience personnelle, ce que j'ai fait quand j'ai commencé au gouvernement en tant qu'étudiant, mon but premier, c'était d'avoir le bridging, d'être bridgé. Puis je me suis dit, la meilleure façon, c'est de me faire connaître. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joint des comités. Donc, c'était la campagne de charité, la CCMTGC. Ça m'a permis de faire des événements, ce que j'adore faire dans mon temps libre de toute façon. Puis ça m'a permis de connaître plus de gens également à travers le ministère et de me faire un petit nom déjà pour que quand vient le temps de faire le bridging, les personnes plus élevées connaissent mon nom, connaissent déjà un petit peu ma réputation. Puis, c'est plus facile de justifier de ce côté-là. Aussi, je spécifierais bénévolat. On parle vraiment de bénévolat. Il y a deux façons. Le bénévolat à l'extérieur du travail, là, comme marché des chiens à la SPCA, disons, mais aussi le bénévolat, ici, je pense, dans la question, on parle d'ajouter des cordes à son arche, comme joindre des comités, joindre des réseaux, puis de vraiment se faire plus que son travail de 9 à 5, disons. Moi, je trouve ça drôle qu'on mette de l'emphase sur le fait que ce soit du bénévolat. Faut pas le voir comme ça, je trouve. Puis moi aussi, je suis d'accord avec Olivier. Ça commence dès qu'on entre au gouvernement ou même avant de rentrer, je trouve, au gouvernement en tant qu'étudiante. Moi aussi, c'est important de commencer à bâtir mon réseau. Puis je le dis souvent aussi aux étudiants, on sait jamais. La personne à côté de nous ou l'étudiant à côté de nous peut être notre gestionnaire de demain. Fait que, autant du réseautage que de s'impliquer, de faire des comités, d'organiser des activités au bureau, autant virtuelles qu'en personne, mais ça permet d'élargir son réseau. Puis il ne faut pas juste le voir comme du bénévolat, mais c'est comme d'investir dans sa carrière à long terme, d'investir pour s'entraider aussi. Moi, c'est plus comme ça que je le vois que juste une implication de bénévolat. Merci à toi, Anne. Peut-être que Catherine a une... Oui, moi, comme j'ai dit, je vais avoir la perspective de gestionnaire. J'espère que ça va servir à tout le monde. Oui. J'entends bénévolat, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Le premier mot qui me vient en tête, c'est l'équilibre. C'est vraiment important d'aller chercher des activités de bénévolat qui vous permettent de vous épanouir, puis d'aller chercher, comme on l'a dit, d'aller chercher des cordes pour améliorer certaines peut-être compétences ou bien de travailler sur certaines compétences que vous voulez avancer. En même temps, c'est le plaisir, c'est son réseautage, mais il faut aussi équilibrer ça avec l'impact, les apprentissages que vous voulez acquérir à l'intérieur d'un poste. Comme gestionnaire, c'est très difficile des fois de savoir ce qui devient bénévolat avec les tâches accomplies au travail. Donc, si vous êtes capable de concilier votre bénévolat avec quelque chose qui relie avec votre travail, c'est encore plus, ça vous donne encore plus, si on veut, de chance que votre gestionnaire vous accorde beaucoup plus de temps pour ces activités de bénévolat quand ça s'arrime un peu avec les tâches. Puis l'autre chose que je dirais sur le bénévolat, c'est soyez pas gênés d'inclure ça dans un plan de développement d'apprentissage, de mettre du temps là-dedans, de l'inscrire dans les négociations de performance, de le mettre officiel. Ça vous permet aussi d'avoir un encadrement avec ça qui officialise, si on veut, ces aptitudes-là, puis vous pouvez faire ça dès le début de votre carrière. Merci beaucoup. Des points tout aussi importants, hein? Et je constate effectivement que les participants réagissent positivement. De nombreuses questions. Je vais aller avec les questions. N'oubliez pas déjà, vous pouvez voter pour la question qui vous touche, hein? C'est ça. Allez-y, vous cliquez. Moi, je constate effectivement les questions qui ont un peu plus de votes. Et puis, je vais les poser. Je commence déjà par la question qui dit « Comment on crée un lien avec un gestionnaire qui a un style laissez-faire, voire absent ou indisponible ?» Est-ce que... Je vais commencer. Voilà. Je vais juste commencer. Bien là, c'est ça. Fait qu'il y a deux choses, encore une fois, qui reviennent. Un gestionnaire laisser-aller, ça dépend. Est-ce que c'est un gestionnaire qui est hyper occupé, comme il y a tellement de travaux, de jalons à faire, ce qui fait que ça a un impact sur sa présence auprès de ses employés. Donc, dans ce cas-là, souvent, ce que je recommande, c'est de travailler avec les admins qui travaillent avec ces exécutifs-là pour bloquer un temps officiel, d'avoir un bilat ou d'avoir un moment où c'est précis ce que vous voulez demander. Déjà, ça, c'est travailler avec les admins, ça l'aide. S'il n'y a pas d'admin, c'est vraiment de lancer une invitation par calendrier en toute douceur pour mentionner hey, « j'aimerais ça faire un petit suivi ». Je sais que ça peut être difficile, mais souvent, c'est ça. Puis l'autre chose que je dirais pour un gestionnaire qui peut être absent, c'est peut-être de mentionner que
c'est peut-être pas votre façon ou ce que vous avez besoin d'un petit plus de présence. Peut-être qu'il y a une interprétation que c'est comme ça que les gens préfèrent travailler. Puis, ça n'a pas été corrigé, ce modèle mental-là, pour ce gestionnaire-là. Donc, peut-être juste le mentionner aussi, des fois, c'est peut-être pas sur le radar. OK, merci à toi, Catherine. J'ai deux choses à rajouter en fait là-dessus. Je suis très, très d'accord. Premièrement, je dirais aussi, si le gestionnaire ne remplit pas le rôle de mentorat qu'on recherche envers le gestionnaire, c'est également possible d'aller chercher ce rôle-là, soit avec un collègue de notre équipe ou dans un programme de mentorat ou juste quelqu'un qu'on admire dans l'organisation. C'est possible d'envoyer un petit courriel à cette personne-là qui est peut-être un peu plus présente, puis d'obtenir ce développement-là de cette façon-là. Par contre, je pense que c'est une autre façon de procéder, c'est au lieu de voir peut-être les obstacles, c'est également de voir des opportunités. Donc, si le gestionnaire est débordé, peut-être lui demander, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire de mon côté pour peut-être enlever un petit peu de poids sur les épaules, faire une tâche, puis justement, tu te prouves à ce point-là également aux yeux du gestionnaire comme quelqu'un de compétent qui va prendre l'initiative d'essayer de libérer un petit peu l'agenda possiblement de son gestionnaire, pas pour faire les tâches à ce niveau-là, mais peut-être qu'il y a juste des petites traductions ou des petites choses qui peuvent être faites pour aider. Wow, merci beaucoup à toi aussi, Olivier. Peut-être la prochaine question, je vais la poser. On pourrait commencer par Audrey-Anne. OK, Audrey? On demande, pouvez-vous nommer 3 à 4 actions 3 à 4 actions que les employés devraient faire pour aider leur gestionnaire à devenir des meilleurs parrains, comme en anglais on le dit, des sponsors. J'ai toujours eu la misère avec le mot sponsor dans le sens que je suis pas sûre de bien comprendre le concept. Puis je sais, j'aurais dû participer à une des rencontres du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je sais qu'on en a parlé, mais je vais essayer de répondre naturellement. Je vais inviter mes collègues à renchérir. Moi, je trouve, en tout cas, pour un gestionnaire, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir de la reconnaissance, de sentir qu'en tant qu'employé, ben, on aide, notre travail vaut quelque chose, puis on n'est pas vu uniquement comme des positions ou des ressources humaines. Donc, une action que j'aime faire, c'est qu'au lieu d'attendre de recevoir cette reconnaissance-là, mais c'est de nous-mêmes partir puis donner de la reconnaissance aux autres pour créer un environnement ou qu'un gestionnaire qui a un environnement de travail qui est plus propice justement à la reconnaissance, l'entraide, puis le partage, puis c'est ça. Fait que c'est comme c'est la chose qui me vient en tête, là, vite comme ça, mais c'est quand on veut quelque chose, ben quand on attend quelque chose de notre gestionnaire, c'est peut-être penser, ben qu'est-ce que moi je peux faire pour lui montrer l'exemple aussi, au lieu d'attendre que ça découle du gestionnaire. On a un impact dans ces belles pratiques-là, je trouve. OK, merci Audrey. Est-ce que la question interpelle un peu Catherine? Ouais. Allez, vas-y. Je vais peut-être le demander. C'est quelque chose qui se montre dans une rencontre d'équipe aussi, mais comme moi, j'ai une pratique où mon calendrier est ouvert à tous mes employés. Donc, mes employés voient mes engagements dans mon calendrier, pas juste busy ou ils voient le titre de ce que je suis en train de faire. Donc, c'est une façon pour les employés de voir si j'ai des rencontres qui les intéressent, de soit me demander est-ce que je peux venir ou est-ce que tu pourrais nous donner un suivi de ce qui s'est passé? Donc, c'est une chose qui est très simple pour un gestionnaire d'ouvrir ou pas, mais peut-être que certains gestionnaires, dépendamment de la nature de leur emploi, ne peuvent pas le faire. Il faut comprendre ça aussi. Une autre action, c'est dans les rencontres d'équipe, de souligner des événements ou des choses qui peuvent arriver ou de démontrer son intérêt, genre « Ah, j'ai entendu dire qu'il y a telle chose qui se passe. » Est-ce que je pourrais participer? Est-ce que c'est volontairement d'identifier son intérêt pour des choses? Ça peut aussi faire connaître les intentions. Puis, j'ajoute aussi la reconnaissance entre vous et entre pairs, c'est vraiment important. Ouais. Une sous-question, tu as soulevé le mot reconnaissance. Est-ce que généralement, parce que j'en ai entendu aussi durant toutes les sessions, généralement quand on vient à cela, on dit oui, les gestionnaires sont beaucoup focalisés. Ils mettent de l'emphase sur l'opérationnel. Pour finir, ils oublient un peu ce côté-là, un peu humain entre personnes. Est-ce que toi, Catherine, la reconnaissance, tu penses que c'est de mise vraiment dans la pratique?
je veux dire. Selon moi, la reconnaissance, ça dépend vraiment. Il faut connaître son équipe, il faut connaître les individus. Ça revient à établir un rapport, puis connaître. Il y a certaines personnes qu'une reconnaissance, ça va se transmettre par l'accessibilité à certaines formations ou à différents apprentissages. Pour d'autres, c'est vraiment vocaliser les efforts qui ont été mis de l'avant, soit par courriel ou dans une rencontre d'équipe. Pour d'autres personnes, de faire ça, c'est horreur. J'ai vraiment pas envie. Donc, ça dépend. Il faut vraiment connaître puis établir un lien. Et je pense qu'il n'y a pas de one size fits all, là, comme on dit en anglais, pour la reconnaissance. Ouais. Okay. Merci beaucoup. On va aller avec un lot de questions là, parce qu'il y a des questions qui se suivent là dans tout un bloc. On va continuer avec Olivier. Olivier, tu vas commencer par répondre à cette question si tu voudrais. Quelle approche devrions-nous adopter pour démontrer à notre gestionnaire qu'il y a du gagnant-gagnant à aller chercher l'expérience ailleurs et ramener les leçons apprises à notre travail? Donc, quelqu'un qui veut aller, la personne... Voilà, donc relation gestionnaire et cet employé-là, comment est-ce que ça se fait? Et puis voilà. C'est difficile parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse one size fits all. Ça dépend beaucoup de l'équipe. Si l'équipe est extrêmement occupée, ça peut être un peu plus difficile de laisser un employé aller, ce qui est très dommage parce que du côté de l'employé, c'est sûr que souvent, il y a du bénéfice à aller chercher de l'expérience ailleurs. Si par contre, il y a l'opportunité d'aller chercher l'expérience puis que l'équipe peut à ce point-là, s'occuper sans cette personne-là, puis que la personne revienne avec un plus grand bagage de connaissances, ça serait d'être vraiment clair. Dans le fond, pour approcher le gestionnaire d'expérience, ce que je pense qui est le mieux reçu, c'est d'être vraiment concis, d'être clair, de le rendre par écrit, possiblement un one-pager, d'être clair avec ce que ça va apporter, non seulement à toi en tant que personne, mais à l'équipe, aux activités de l'équipe, puis comment ça va faire grandir l'équipe et la personne. Donc, je pense que c'est d'être vraiment clair de ce côté-là. J'espère que ça l'aide, puis j'espère que ça ne sera pas un trop gros problème. Sinon, je sais qu'il y a différentes façons. Si c'est extrêmement impossible, que le gestionnaire ne veut vraiment pas te laisser partir, il y a des opportunités, par contre, comme peut-être qu'une mission doit être approuvée, mais il y a d'autres façons, comme une mutation de tout simplement qui ne peut pas être bloquée si ça devient un environnement, je ne veux pas dire toxique, mais qui n'est pas le meilleur environnement pour toi. Il y a d'autres opportunités d'emploi qui peuvent être prises à ce point-là. Merci, Olivier. Et c'est Audrey, toi qui es étudiante, est-ce que tu penses déjà à ça ou bien déjà il y a eu une difficulté pour toi de te détacher un peu pour venir ailleurs ou bien aller ailleurs? Je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question, Guillaume. Moi, en fait, actuellement, juste pour ton info, là, je ne suis plus étudiante, je suis rendue vraiment fonctionnaire, mais moi, je suis vraiment pas le bon exemple parce que ça fait 3 ans que je reste dans mon équipe, puis j'adore ma gestionnaire, je veux pas partir, je veux rien savoir d'aller faire des affectations, des détachements. Je suis bien où je suis. Mais c'est ça, j'ai une belle relation avec ma gestionnaire, puis je suis capable de démontrer. Par exemple, mon implication avec étudiants GC, j'ai dû avoir l'approbation de ma gestionnaire pour m'impliquer, pour être coprésidente d'étudiants GC, mais j'ai été capable de montrer, je travaille bien, ça va pas nuire à ma charge de travail, je vais être aussi productive côté dossier au bureau. Donc, c'est ça, j'ai dû justifier naturellement, mais j'ai été chercher des bons arguments, puis dire que ça contribuait d'une certaine manière à mon travail que je faisais à EDSC. Donc, moi, j'ai pas eu de difficulté de ce niveau-là parce que j'ai une belle relation avec ma gestionnaire. Je suis capable de lui démontrer que ça n'impacte pas ma charge de travail ou ma productivité. Donc, c'est ça, je pourrais pas dire, j'ai pas de trucs spécifiques, là. Moi, j'en ai un très court. Merci La majorité des gens, la majorité des gestionnaires, quand ça va leur être présenté, la première chose qui fait que ça arrive, ça fait besoin opérationnel. Donc, première chose, est-ce que ça va créer un impact sur mes besoins opérationnels? Ça, si tu sais ça d'avance, quand tu approches ton gestionnaire, que tu peux interpréter qu'il y a un besoin opérationnel, ça veut dire que dans ta demande, il faut que tu aies une solution pour l'impact sur le besoin opérationnel. Donc, la solution, des fois, ça peut être, il y a un écart. J'ai remarqué, depuis qu'on fait ça, j'ai remarqué qu'il y a un écart ici. Si je faisais ça, ça nous permettrait de réconcilier cet écart-là. Ça, c'est une chose. Ou une autre façon, c'est j'aimerais partir pour faire ça et en attendant, voici ce qui pourrait arriver
pour pallier au fait que je ne serai pas présent. Donc, par exemple, j'ai déjà trouvé une personne qui pourrait s'occuper de ce dossier-là. J'ai déjà mis en place certaines choses qui font en sorte que j'ai déjà averti, si on veut, les parties prenantes ou les gens de mon équipe si jamais ça devait arriver. Donc, c'est d'avoir entrepris, si la décision était positive, qu'est-ce que tu laisserais derrière? Puis habituellement, quand c'est bien organisé puis bien planifié, je pense que le gestionnaire va être plus ouvert à laisser aller pour une mission ou pour aller faire une affectation. Mais effectivement, si ça ne marche vraiment pas, puis ça m'est déjà arrivé, c'est bloqué, il faut faire une mutation. OK. Et justement, la question qui vient, tu vas continuer avec ça, Catherine. Combien de fois peut-on changer d'emploi avant d'avoir l'air instable? Voilà. Il part encore, elle part encore. Combien de fois? C'est une question difficile, mais ce que je vais dire, moi, comme gestionnaire, de mon point de vue, les premiers emplois, souvent, c'est des gens qui tentent le terrain. OK, Audrey-Anne est chanceuse. Là, j'entends que dès commencer en premier 3 ans dans le même endroit, c'est peut-être pas toujours la réalité pour certains étudiants. Habituellement, moi aussi, c'est pareil. J'ai commencé coop, j'ai monté. Tu sais, le coop, c'était une pièce d'entrée pour pouvoir m'aider à accomplir mon MPA, une fois que je l'ai fait. Mais donc, c'est normal dans le premier 3-4 ans, peut-être même jusqu'à 5 ans, dépendamment de la réalité familiale aussi, parce que ça rentre en ligne de compte aussi, s'il y a des congés de maternité, des congés de paternité, ici et ça. Mais dans le premier 5 ans, d'avoir du mouvement. Où est-ce que ça devient pour moi important quand je regarde un CV, par exemple, où je parle à quelqu'un de son expérience, c'est qu'il commence à y avoir une certaine maturité pour une stabilité vers accomplir au moins un cycle ou 2 cycles financiers complets dans un environnement de travail. Ça me dit comme gestionnaire, quelqu'un qui est resté 1 ou 2 cycles, connaît un peu ce qui se passe, est capable de vraiment prendre des dossiers en main. Parce que moins d'1 an, très souvent, c'est pas souvent des gros dossiers ou des gros leads que quelqu'un peut avoir. Donc, j'assume mon biais institutionnel là-dessus, je le dis, là, mais c'est un peu comme ça que j'interprète quand je vois les expériences. Ouais. Si je peux rajouter une réponse super intéressante. Un autre point qui est intéressant avec ça, je pense que c'est important de ne pas, je disais un anglicisme, des mots en anglais, burn bridges, avec les gestionnaires, parce qu'on veut les garder comme bonne référence au fur et à mesure. Donc, si tu changes beaucoup d'équipes et que ça ne finit pas nécessairement bien avec les gestionnaires, c'est peut-être pas une bonne chose, tandis que si il y a une raison claire pour laquelle c'est un bon mouvement de carrière avantageux pour toi, soit pour te rapprocher de tes intérêts, soit que c'est une promotion. Puis c'est normal en début de carrière, là, comme Catherine disait. Personnellement, j'ai été chanceux, j'étais en communication, j'étais en événementiel. Par contre, il a fallu que j'essaie quelque chose de complètement différent, puis que j'ai fait de la gestion de changement pendant 1 an et demi, puis je me suis rendu compte que c'est pas du tout mon domaine pour revenir à mes amours de communication, d'événementiel, d'apprentissage, puis à ce point-là, être content, puis avoir su que j'ai essayé autre chose. Puis le gouvernement, pour ça, le grand avantage, c'est que c'est tellement vaste, il y a tellement d'opportunités d'essayer des choses, puis de vraiment bâtir son parcours comme on le souhaite. Par contre, oui, c'est important de montrer une certaine loyauté puis de pouvoir justifier, si on se fait poser en entrevue, pourquoi as-tu changé d'emploi à ce point-ci, de pouvoir justifier qu'il y avait une bonne raison valide à ce point-là. Mm-hmm. Je veux juste rajouter vite. Les postes seniors, c'est souvent ceux-là qu'on reste un petit peu plus longtemps. Dans les postes juniors, c'est comme on dirait, on comprend parce que c'est souvent des postes d'entrée puis l'évolution est quand même assez rapide. Et les opportunités, il y en a plus. Donc, c'est aussi important de dire ça, mais vraiment pas brûler des ponts, là, je renchéris. Oui. Oui, les questions sont toujours là dans le Q&A. N'oubliez pas de continuer à voter pour les questions qui vous touchent. Et puis, si vous voulez laisser des questions, c'est bienvenu. Il y a les questions. Je vais lire la question qui vient. Peut-être qu'il y a des questions qui se ressemblent un peu, mais il peut y avoir quelques petites différences. Parce que là, la question qui arrive, la personne pose bien le cas là. Arrivé en juillet 2021, j'ai obtenu une promotion après 9 mois. Je suis maintenant, après 3 mois, pressenti pour une nouvelle promotion dans une autre division. Est-ce que, en acceptant un nouveau poste, cela pourrait avoir des conséquences négatives sur ma carrière, comme me faire passer comme une personne instable? On vient de parler de ça professionnellement. Mais la question qui suit, y a-t-il un minimum avant d'envisager une promotion? Y a-t-il un minimum d'années, un minimum de temps, de mois? Je ne sais pas. C'est de s'assurer qu'on
Allez, vas-y, Oui. Audrey. Audrey, Ah, vas-y. moi, Laisse-toi. j'allais très simple, c'est de s'assurer qu'on a les qualifications essentielles, là. Tu sais, c'est sûr que ça sert à rien de regarder une promotion si on n'a pas les qualifications essentielles. Puis c'est important d'avoir de l'expérience un peu dans tout. Tu sais, moi, je suis rendue PE2, j'ai commencé PE1, j'ai passé par l'intégration des étudiants, donc un non annoncé externe il y a 2 ans. J'ai commencé PE1, PE2. Puis là, je suis en train de regarder le PE3, mais il y a certaines compétences que je dois aller chercher avant de penser à ma prochaine promotion pour être sûre d'être bien outillée pour avoir cette promotion-là. Donc, c'est sûr, tu sais, le minimum, c'est naturellement l'énoncé de critères de mérite qui comprend toutes les qualifications essentielles. Là, d'un côté RH, je pense que c'est la réponse à fournir, là. Merci. Est-ce que Olivier voulait intervenir avant Audrey? Non, Audrey ok. m'a Est-ce que volé les mots Kat- de la bouche. Je pense que, comme elle disait, le point qu'on n'a pas discuté encore, c'était ça, c'était d'avoir les qualifications requises à l'emploi. Puis, comme on a discuté, si c'est une promotion, que c'est en début de carrière, c'est souvent justifiable si l'employé a les qualifications, parce que souvent, on va commencer, disons, avec un bac, puis on rentre en tant qu'AS1, disons. C'est sûr que ce n'est pas le poste qu'on occupera nécessairement le reste de notre vie. Donc, c'est normal dans certains cas pour certains candidats d'avoir une accélération un petit peu plus rapide en début de carrière. Est-ce que Catherine voulait intervenir? J'ai Non? une chose à dire, c'est sûr. C'est sûr Vas-y. que je vais vous le dire, là, puis vous allez le sentir vous-même. Vous le savez quand vous êtes prêt habituellement. Ça se sent, ça se ressent, vous sentez un plateau. Mais en même temps, je vais vous le dire, quelqu'un qui monte vite, ça finit toujours par rattraper. C'est pas agréable de travailler avec quelqu'un qui est supposé d'être à un niveau puis qui est pas capable de répondre aux exigences de ce niveau-là. Donc, ça crée des conflits. C'est pas agréable d'être avec quelqu'un qui est supposé d'être à un niveau de gérer de la complexité puis de gérer des conflits qui arrivent puis qui sont pas gérables. Donc, c'est vous qui vous mettez dans une situation dans l'eau chaude. Si vous montez pour avoir une promotion, mais que la complexité des choses ou la gestion de la ressource ou de la gestion des humains qui font partie de ces responsabilités-là arrivent. Fait qu'il faut vraiment, ça dépend du cas, ça dépend de l'endroit, ça dépend de la situation, mais soyez comme, écoutez si on veut votre self-assessment, là, regardez votre auto-évaluation en regardant les critères, puis aussi en étant critique aussi, parce qu'on a tendance à vouloir peaufiner un peu son expérience, mais en ayant un sens critique aussi de ses expériences. Ça serait quoi, par exemple? Désolé, si je peux rajouter vraiment vite, là, je viens de penser. Une communication ouverte avec son gestionnaire peut souvent aider pour pas que ça le prenne par surprise non plus. Si c'est clair dès le début que les aspirations sont plus élevées, que le niveau de compétences ou les intérêts sont ailleurs, c'est important d'en parler à son gestionnaire de façon professionnelle, bien sûr, mais que ça ne le prend pas par surprise, puis que le gestionnaire peut se préparer à l'avance aussi, advenant que la personne parte, qui ont déjà un plan pour remplacer la personne. Merci. Nous sommes déjà à 15h03. Nous avons encore suffisamment de temps. Nous terminons à 15h30. Continuez à envoyer les questions. C'est la dernière session. Il faut poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas. Continuez aussi de voter. La question qui suit, j'ai été engagé dans un poste bilingue impératif. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'était écrit initialement en anglais ou bien c'est la meilleure traduction en français. Bon, je lis ce qui est là. J'ai été engagé dans un poste bilingue impératif et mon nouveau gestionnaire ne parle pas du tout français. Je ne sens pas que j'ai le choix de m'exprimer dans ma langue officielle. Je ne sens pas que j'ai le choix de m'exprimer dans ma langue officielle de mon choix, ni avec le reste de l'équipe. Donc, la personne soulève un problème, un défi. Est-ce qu'il y a des solutions? Il y a des pistes de solutions ou des recommandations à faire? Je ne sais pas, Catherine pourrait commencer. Oui, je vais commencer rapidement juste pour signaler mon empathie pour la situation. Ce n'est pas évident et ça arrive là, le roulement de personnel, puis ces choses-là, malheureusement. Habituellement, quand on est en gestion, puis on est en train qu'on a des personnes avec qui on est responsable, on est supposé d'avoir un certain niveau de communication en français. J'encouragerais cette personne-là à essayer de communiquer en français, de faire valoir que c'est important pour cette personne-là de travailler en français, voir ce que ça pourrait provoquer. Peut-être que ça peut provoquer les jeudis en français, les lundis en français ou quelque chose comme ça au sein de l'équipe.
Mais également aussi, si c'est vraiment difficile, c'est quelque chose qui est très sérieux au niveau de la gestion. Qui devrait être signalé. Ça peut être signalé par ton union, ça peut être signalé par justement, premièrement, le mentionner à son gestionnaire, mais c'est important à signaler aussi parce que ça devrait faire partie du profil des gestionnaires d'être capable de communiquer en français. Chaque ministère devrait avoir son équipe aussi interne de langue officielle. C'est souvent parmi les RH, justement, peut-être faire une petite recherche en ligne pour découvrir qui est la personne en charge des langues officielles, puis si le programme peut pas être géré à l'interne avec son gestionnaire, peut-être aller chercher des conseils de ce côté-là également. Moi, j'ajouterais juste peut-être le petit côté, je veux dire, la vision positive, là, ou peut-être de manière positive de comment voir cette situation-là. Si tu es justement bilingue, mais que tu n'as pas le niveau E ou tu n'as pas le niveau C, si on veut voilà comme une belle opportunité aussi pour développer ton anglais. Moi, j'ai appris l'anglais en travaillant pour le gouvernement, là, donc c'est un bel avantage. Puis tu peux voir aussi c'est ça de manière positive. Puis je comprends ce sentiment-là. Dans le passé, des fois, je prenais, je décidais de parler en français lors des rencontres avec des gens plutôt anglophones, puis je savais que ce que j'allais dire n'allait pas être compris de la part de tous, donc je préférais peut-être plus parler en anglais. Donc, je comprends ce sentiment-là, mais tu peux aussi le voir de manière positive. Naturellement, comme Olivier et Catherine le disaient, il y a des moyens, puis moi aussi, je trouve ça dommage, mais ça peut vous aider à améliorer votre langue seconde aussi, là. OK. Merci beaucoup. Merci. Et puis, la question ici encore. On va chercher les questions qui ont un peu plus de votes. Continuez à voter, continuez à envoyer les questions. Et déjà, il y a une question qui me saute à l'œil là. OK. J'ai un bac. Je voudrais continuer mes connaissances pour avancer mes perspectives d'emploi. Est-ce que je devrais continuer dans le canal universitaire traditionnel ou des cours de perfectionnement à l'école de la fonction publique, par exemple? Est-ce que Audrey voudrait commencer? Oui, hey, c'est vraiment une bonne question. Moi, dans mon cas, j'ai eu mon bac, j'ai commencé à temps plein en tant que fonctionnaire, puis parce que le budget de l'équipe le permettait, j'ai continué à la maîtrise, puis là, l'équipe me paye la moitié de la maîtrise, puis là, je suis en train de la finir. Puis là, je regarde vraiment, vraiment, vraiment pour des cours de perfectionnement. J'ai été à la maîtrise parce que le sujet m'intéressait. J'en ai pas vraiment besoin. C'est pas un prérequis pour des postes que j'aspire à avoir, mais ça peut être à considérer si, par exemple, vous avez un bac dans un certain domaine, mais vous voulez aller dans un domaine vraiment, vraiment différent. Donc, ça pourrait être intéressant de continuer à l'université pour avoir les prérequis du groupe professionnel. Moi, j'ai un gros coup de cœur en ce moment. En tout cas, je sais que dans les futures années, lorsque j'aurai terminé la maîtrise, je vais vraiment aller avec des perfectionnements. J'ai justement fait un cours sur l'expérience client. Super, super intéressant. J'ai adoré. Ça se fait bien. Donc, c'est ça. C'est de savoir, est-ce qu'on en a vraiment besoin comme un prérequis pour un emploi, d'aller chercher quelque chose à l'université. Mais les formations, autant à l'école de la fonction publique que des formations qui peuvent être payées par les équipes des petites fins de semaine ou quelques semaines sont vraiment, vraiment intéressantes. Puis ça vient vraiment spécifiquement pour des besoins peut-être plus opérationnels dans votre travail, là, je trouve. Merci beaucoup. Je me tourne vers Catherine. Catherine, moi, je vais poser une sous-question dans cette question-là. À partir de ton expérience, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le perfectionnement de l'école de la fonction publique a beaucoup plus de poids que ce qu'on va chercher après à l'université ou bien peu importe, voilà. Oh mon Dieu, moi, je travaille dans la conception, dans le design. Il y a tellement de choses à décortiquer, de sous-entendus dans la question. Mais ce que je vais dire, j'ai quelque chose que je vais rajouter. Okay. Et j'aime bien les prérequis. L'expérience universitaire, ça dépend du poste que tu recherches. Comme moi, je travaille dans la conception des politiques, le développement, la mise en œuvre des politiques. Très souvent, il y a une exigence vers les études postsecondaires avec au moins un diplôme de maîtrise. C'est très souvent le cas dans ces postes-là.
il y a aussi ce qu'il y a dans la majorité des exercices de dotation, un espace qui est laissé au jugement des gestionnaires qui peut aussi attribuer avec l'expérience équivalente de terrain ou l'expérience équivalente sur le marché du travail, parce que ce n'est pas tout le monde qui a évolué au Canada ou qui a évolué avec un cheminement scolaire traditionnel. Ça dépend, encore une fois, là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans ça. Par rapport à l'École de la fonction publique, puis par rapport aux autres institutions, il y a du bon puis il y a du moins bon partout. Tu sais, ce que je dirais, c'est que la fonction publique, moi, ce que j'apprécie énormément de l'École de la fonction publique, c'est que c'est souvent cadré dans un contexte de fonction publique. Et quand tu vas à l'extérieur, bien, ce n'est pas nécessairement cadré dans un contexte de fonction publique. Parfois, quand c'est à l'École de la fonction publique, c'est ça que tu aimes moins parce que c'est cadré en fonction publique et tu veux élargir les horizons, avoir peut-être des contacts externes, un réseautage externe, ou peut-être plus être en personne, ce qui est un petit peu plus difficile des fois avec l'offre qui est ici. Mais dans d'autres secteurs, tu vas peut-être avoir des opportunités de cohorte ou des opportunités en personne. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Je dirais, ce que j'aime dire, c'est de mélanger les deux. Tu sais, c'est pas juste un ou l'autre. Il y a du bon dans chacun, puis il faut vraiment parler avec son gestionnaire, par contre, parce que c'est du temps. Des fois, c'est pas juste une question de coût. Un gestionnaire va regarder aussi la présence que ça requiert pour faire ces formations-là, pour faire son avancement-là. Fait que oui, il y a une question monétaire de coût budgétaire, mais il y a aussi une question de temps. Fait que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. En fait, je connais quelqu'un, c'est assez intéressant. Cette personne-là a vu une problématique qu'il y avait dans son ministère. Puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a apporté ça à l'équipe de gestion. Puis finalement, elle en a fait sa thèse de maîtrise qui était payée par le ministère parce que justement, c'était gagnant-gagnant. Ça trouvait une solution aux problématiques que le ministère avait présentement. Et puis, elle avait les études. Donc, normalement, si le budget le permet, si l'équipe, le temps le permet, puis qu'il y a une valeur positive ajoutée à l'équipe, les études, des fois, peuvent être permises de ce côté-là pour aider. Merci beaucoup. Je pense qu'Olivier, tu vas aimer la question qui arrive. Je commence par cette question. Comment s'y prendre pour créer son poste des rêves? Par exemple, si j'aimerais mettre sur pied un projet ou lancer une initiative au sein de mon département, à qui parler? Qui pourrait m'aider à promouvoir mon idée et m'apporter le soutien? En fait, je pense que j'aimerais commencer par relancer la question à Catherine parce qu'elle dit au début qu'elle a créé tous ses postes à travers sa carrière. Oui, j'ai presque tout créé, tous mes postes. Puis j'en ai parlé au panneau que j'avais été développer sa propre carrière. OK, je vais juste aller rapidement. Moi, j'ai 2 stratégies. La première stratégie, c'est d'avoir un plan d'affaires. OK, quand je dis un plan d'affaires, je parle d'une page à une page et demie, pas un 12 pages, 15 pages. C'est une page et demie qui explique un objectif que tu t'es rendu compte dans l'organisation. Il y a un poste, par contre, par exemple, qui manque qui pourrait faire telle chose, qui, en fait, pourrait assouvir, si on veut, des lacunes qui sont au sein de l'organisation. Fait que ce que ça requiert pour faire un plan comme ça, c'est connaître l'organisation. Fait qu'il faut connaître l'organigramme, connaître un peu l'organisation, comment ça allait, et connaître les objectifs d'opération qu'on veut atteindre. Si vous êtes capable d'écrire un plan en parlant opération puis en parlant objectif opérationnel, très souvent, ça va aller dans une bonne direction, ça va vraiment être bien accueilli dans les oreilles d'un gestionnaire. Fait que ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour créer son poste, il y a des règles de classification qui sont complexes. Fait que des fois, ça peut être des micro-missions. Fait qu'au lieu de créer son poste, on crée des micro-missions, on crée des opportunités où on dit, moi, je veux travailler sur quelque chose, comme par exemple, on est limité comme gestionnaire, on ne peut pas embaucher n'importe quel profil comme ça nous tente, malheureusement. Il y a certaines règles qui s'appliquent à nous, même si quelqu'un a quelque chose d'intéressant qu'il aurait à offrir. Donc, ce que je dirais, c'est viser aussi une micro-mission. Vous pourrez présenter un petit projet. Puis ça peut être une équipe qui fait partie de l'organisation qui parraine votre micro-mission, qu'eux ont le droit d'avoir ces classifications-là. Puis vous êtes capable de démontrer que ce poste-là est un besoin dans l'organisation, puis finalement devient un poste officiel dans l'organisation originale. Donc, tu sais, il y a beaucoup de façons à pouvoir naviguer. J'ai plein d'autres exemples, mais je vais arrêter là parce que je sais que je vais laisser la parole à mes collègues aussi. Olivier, c'est à toi. Ah, c'était excellent. Je dirais oui. Dans mon cas passé, ce qui s'est passé un petit peu aussi, c'était une fois que tu fais ton nom, que tu trouves un peu tes compétences, souvent,
il y a un niveau de confiance qui va venir avec. Donc, si tu apportes un nouveau projet, souvent, ça va peut-être avoir un petit peu un poids supplémentaire avec tes expériences, avec ce que tu apportes déjà. Donc, moi, je me suis retrouvé à un moment donné en RH, mais à faire des projets de prix de reconnaissance, de vraiment de town hall, donc c'était les réunions de tout le personnel. Donc, c'était un espèce d'entre-deux de communication puis d'RH que je jouais pendant un bon moment. Puis c'était un peu fait, disons, semi sur mesure pour moi à ce niveau-là. Puis ça avait un succès. Donc, c'est peut-être d'avoir justement apporté ses compétences puis la façon qu'on le présente aussi. Souvent, ça va entrer beaucoup en jeu. Audrey-Anne? Merci. C'est vraiment une bonne question. Je vais essayer de me faire ça rapidement, là. Oui, ben c'est de prendre l'initiative, moi, je trouve, de prendre des initiatives dans ton milieu de travail pour aller comme un petit peu un petit peu plus loin des tâches qui sont juste demandées. Fait que tu deviens comme un peu, je vais pas dire l'expert, mais tu as pris des initiatives, tu as débuté des nouveaux projets, donc tu as pris du lead sur un certain dossier. Moi, dans mon cas, ça a été vraiment le réseau des étudiants Emploi et Développement social Canada, tout ce qui est intégration. Là, j'ai comme des idées là, d'avoir quelque chose de plus national, m'impliquer. Puis la deuxième chose, là, j'ai perdu mes idées. J'ai un gros blanc de mémoire, je me souviens plus où je voulais m'en aller. Mais moi, j'aspire vraiment là, comme à essayer de pouvoir se créer un peu mes positions de rêve. Puis moi, je suis conseillère en ressources humaines, mais je me définis beaucoup plus comme une gestionnaire de projet dans le domaine des ressources humaines. Fait que, ça aussi, c'est le fun de se définir nous-mêmes. Comme ça, on peut mieux naviguer puis mieux en fait, parler à nos gestionnaires de dire ses aspirations. Puis moi, ça m'a vraiment aidé de savoir qu'est-ce que j'aimais vraiment dans la vie de tous les jours, dans les projets que je fais. Là. Wow, merci beaucoup, merci. Là, il y a un défi que Audrey m'a lancé. Là, il faut que j'arrive à mieux me définir parce que parfois, j'ai un peu de difficultés là. Je ne sais pas si je dois me considérer comme quelqu'un de la communication ou quelqu'un de l'éducation. Mais bon, je ne sais pas si tout ça, ça concourt à quelque chose, là, mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Merci encore, on va continuer. On a encore quelques 13 minutes à passer ensemble. Pourquoi mon gestionnaire est réticent à m'accorder un cours universitaire pertinent de 45 heures à environ 500 $, mais accepterait sans hésitation des formations techniques de 2000 $ pour 7 heures du catalogue? Donc, c'est comme, oui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une explication à cela? Moi, c'est la seule chose qui me vient en tête, c'est le temps. Comme j'ai vu, c'est le temps, l'investissement. C'est pas juste ça. C'est peut-être aussi d'expliquer le lien de la formation choisie versus l'autre, là, mais c'est complexe sans connaître tout le contexte de cette question-là. Ouais. OK. On manque de contexte. Donc, on va passer. Qui voulait, à la suite de Catherine, ajouter quelque chose? Pourquoi? Moi, je pense que ça a bien répondu. C'est vraiment le contexte manque un petit peu parce que les deux variables, c'est le temps puis c'est l'argent. Puis parfois, une des deux est le problème et pas l'autre. Donc, par exemple, en fin de cycle financier, s'il reste beaucoup de budget dans l'équipe, mais que le temps n'est pas là, c'est peut-être là que les formations quick, qui sont peut-être un peu plus chères, vont peut-être ressortir. Tandis que si l'équipe a le temps de laisser à la personne de prendre le temps de faire la formation, je ne vois pas personnellement pourquoi ça serait un problème, à moins que ça soit pas nécessairement, à moins que le gestionnaire ne voit pas la même valeur que l'employé. Le temps, c'est le salaire, hein? C'est ça aussi, il faut compter ça dans la balance. Moi aussi, par expérience avec la maîtrise qui est en partie payée, en tout cas dans la dernière année, là, j'ai tellement trouvé que c'était compliqué de remplir les formulaires. Fait que ça se peut aussi que le gestionnaire soit intimidé par ça, de ne pas savoir par où commencer. Puis peut-être que justement, une formation dans le catalogue, c'est comme il sait comment le faire, c'est quelque chose de sûr pour lui. Fait que ça se peut que ce soit juste comme une crainte ou peur de l'inconnu. J'exagère, mais moi, j'ai trouvé ça compliqué ou d'aller chercher des informations de comment soumettre une demande pour des cours à l'université. Ça peut peut-être justement le rendre plus réticent. Puis encore là, c'est des hypothèses là, que je lance, mais par expérience, moi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Merci.
Déjà, il y a une belle question aussi là de Nadia Berlus qui dit: Je voudrais continuer le momentum de ce bootcamp. Je suis de l'ARC. Y a-t-il d'autres choses que LinkedIn pour connecter avec mes collègues des autres ministères? Est-ce qu'en dehors de LinkedIn, voilà. Olivier, oui? Oui, bien, il y a plusieurs façons. Si en dehors de LinkedIn, je dirais, si ce n'est pas déjà fait, je vais prêcher ma propre paroisse, là, mais de suivre le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. On a souvent des activités de réseautage en personne où c'est possible de rencontrer des gens de d'autres ministères ou différentes journées d'apprentissage également où on peut rencontrer d'autres mondes. Aussi, si ce n'est pas LinkedIn, il y a des groupes Facebook, particulièrement où ça vient le temps de l'embauche. Il y a des groupes Facebook où c'est possible de dire son intérêt pour différents postes, puis ses capacités, puis de là, les gestionnaires peuvent venir chercher certaines personnes. Tous ces groupes-là, encore une fois, sont sur nos ressources du RGFF, sur notre GC Wiki. Personnellement, j'ai trouvé également sur Facebook, j'ai appris ça quand on a fait notre présentation à Vancouver. Il n'y a pas seulement des trucs pour embauche. Il y avait, je pense que ça s'appelait GC West Canada ou quelque chose comme ça. Donc, pour les gens de l'Ouest, pour se faire leur propre réseau de contacts en région, puis c'était des questions. Ce n'est pas nécessairement des opportunités d'emploi, mais c'est plus comment gérer certains enjeux qui sont propres à leur région. Donc, il y a tout plein de groupes sur Facebook où c'est possible de connecter avec d'autres fonctionnaires. Merci. C'est intéressant quand même qu'on soit de la même maison, comme j'aime à le dire. Là. Tu m'as déjà allégé un peu la tâche en tant que modérateur. Merci. Guillaume, Audrey, vous voulez répondre à la question? Oui. J'aurais juste ajouté, là, puis c'est peut-être pas de manière de connecter, mais je trouve que c'est comme un peu pas assez connu, là, mais le fameux GC annuaire qui est disponible lorsqu'on est connecté au réseau des ministères et des agences. On peut vraiment trouver tous les employés. Il y a certains employés, naturellement, je sais qu'à la Défense nationale, ne sont pas listés, mais ça peut vous aider à faire du réseautage, à les connecter avec des gens, donc d'aller chercher leur adresse courriel. En fait, vous allez dans un ministère, vous allez par direction générale, vous pouvez faire des recherches de mots-clés, puis ça vous aide à connecter avec d'autres fonctionnaires. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans le cadre d'étudiants GC pour aller chercher des conseillers en ressources humaines, d'aller chercher les gens qui étaient en charge des étudiants des autres ministères et agences. Donc, j'ai été sur GC annuaire, j'ai cherché les gens en ressources humaines, je les ai contactés. Donc, c'est un super bel outil qui est disponible quand on est quand on est connecté sur le réseau du gouvernement. Mais moi, j'adore cet outil-là pour démarrer, en fait, des discussions puis du réseautage. Merci. Catherine, il y a une question. Il y a Karianne Lessard qui a soulevé. Elle a dit: J'aime beaucoup l'intervention de Catherine qui mentionne de s'assurer d'avoir les qualifications de gestion avant d'accepter une promotion qui implique ce genre de tâches et de responsabilités. Je me demande cependant comment est-il possible d'acquérir de l'expérience valable en gestion de personnel si tous les postes comportant ce genre de responsabilités nécessitent de l'expérience à ce niveau? Excellente question. Je regarde beaucoup de questions dans le chat puis j'ai envie d'en répondre à plusieurs, mais j'aime beaucoup cette question-là aussi. Je veux dire, moi, la façon que je l'ai approchée, c'est que c'est là où on a commencé la première question de la session avec le bénévolat. Je me suis impliquée beaucoup, moi, dans des communautés et de prendre des postes de présidence ou de coprésidence, de secrétaire dans mon bénévolat pour acquérir des expériences comme ça, où j'ai géré, comme par exemple, en tant que présidente, des directeurs exécutifs dans des centres à but non lucratif. Donc, j'ai travaillé de cette manière-là, aller chercher de l'expérience de gestion. J'ai aussi travaillé comme il faut aussi être capable de faire des liens. Des fois, la gestion des personnes, ça peut être des gestions, ça peut travailler en équipe dans des équipes sportives, ça peut avoir été d'avoir fait, de travailler sur des festivals. Tu sais, des fois, on a l'impression de mettre ça vraiment compliqué, mais souvent, le gestionnaire, moi, ce que je regarde, c'est ce que quelqu'un est capable de travailler en relation humaine, régler des conflits, d'avoir une vision stratégique, d'assumer, d'être capable d'avoir des objectifs puis de gérer son monde vers des objectifs. Donc, si on est capable de faire des parallèles avec la vie extérieure, pas juste dans son day-to-day au travail, ça va aider.
l'autre chose, si je veux juste aussi ajouter la question, il y a aussi une personne qui avait mentionné sur bâtir sa réputation. Je veux juste la mentionner, je pense que c'est Melinda. Je voulais juste dire, moi, là, s'il y a une chose que je veux que les gens retiennent de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, si on veut. Oui, le gestionnaire, c'est un allié dans sa carrière, puis je ne peux pas le nier que ça va être un outil important pour votre avancement, mais en même temps, il n'y a rien qui vous empêche vous-même, parfois, même si un gestionnaire est réticent, froid à une idée, d'essayer et de le faire quand même. Parce que je ne serais pas ici où je suis aujourd'hui sans avoir essayé des fois des choses où je m'étais fait mettre les bâtons dans les roues, où mon gestionnaire aurait dit non. J'ai quand même quelquefois fait mes propres projets, quand même en étant capable de livrer la marchandise opérationnelle pour prouver mon point. Tu sais, des fois, un gestionnaire a besoin de se faire prouver à tort ou se faire prouver que ça marche avant, mais il faut essayer de le faire quand même. Donc, je veux juste que ça soit aussi quelque chose qui vous inspire. Il faut être un peu plus convaincu de ce qu'on veut faire et puis peut-être prendre un peu des risques pour pouvoir aussi se positionner. Des risques calculés, oui. Calculer, des risques calculés. Oui. Ouais. Merci déjà. On a quelques 4 minutes. On va continuer et puis répondre à une dernière question peut-être. Là, je remonte. J'avais vu une... OK. Je vise un changement latéral dans le même ministère. J'ai entendu toutes sortes de versions différentes concernant les mutations, affectations et autres changements de carrière. Je me questionne quant au droit de ma directrice de bloquer un transfert latéral dans une autre direction générale. OK. Donc, il y a différentes opportunités. Si je vais utiliser les termes en anglais et en français parce que les termes en anglais sont parfois un peu plus connus. Quand on parle de secondment, je crois que c'est un détachement en français, peut être bloqué par le gestionnaire s'il y a des raisons, par exemple, de l'équipe, il n'y a pas assez d'effectifs et on a besoin de la personne dans l'équipe. En ce moment, ça peut être bloqué avec raison. Par contre, quand c'est mettant d'une mutation, en anglais, ça s'appelle, oh boy, j'ai un blanc. Deployment. Ça, par contre, ça ne peut pas être bloqué. C'est sûr que ce n'est pas toujours une possibilité. Souvent, les gestionnaires d'embauche aiment connaître la personne au niveau d'un secondment, donc d'un détachement de l'accepter à temps plein dans leur équipe pour s'assurer que c'est un bon fit de ce côté-là. Donc, c'est sûr que ça dépend vraiment du gestionnaire, de l'exemple. Catherine ou Audrey, je ne sais pas si vous voulez racheter là-dessus. Très bien dit. Merci. Et puis, je pense qu'on a encore du temps. On peut continuer à une autre question parce qu'il y a plein de questions. Les participants sont vraiment très actifs. Je vais prendre comme ça. Combien? Non, là, c'est déjà répondu. Si je veux changer mon poste après mon arrivée, devrais-je éviter de le mettre en référence d'emploi quand on me demande des références récentes? Si je veux changer mon poste après mon arrivée, devrais-je éviter de le mettre en référence? On parle du gestionnaire là ou je ne sais pas trop là? Parce que... Encore une fois, ça dépend beaucoup de la situation. Si l'employé n'a pas resté longtemps, mais a fait une très, très belle présentation au gestionnaire qui a beaucoup aidé ce gestionnaire-là, même si c'est une petite période de temps, je te dirais que c'est jamais mauvais de demander au gestionnaire avant de partir, est-ce que vous êtes à l'aise de répondre en tant que référence pour mes entrevues futures? Si le gestionnaire n'est pas à l'aise ou si le gestionnaire dirait quelque chose de négatif, un bon gestionnaire va le mentionner. Puis, ça serait donc à ce point-là à l'employé de décider s'il veut quand même utiliser cette référence ou non. Par contre, ça peut être l'inverse peut être possible aussi. Là, quelqu'un qui reste pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans dans un poste, mais qui n'est pas nécessairement un atout pendant ce temps-là. Donc, la question du temps est intéressante, mais si l'employé a fait sa marque puis que le gestionnaire savait que c'était trop beau pour être vrai quasiment, c'est peut-être pas nécessairement un non complètement.
Et d'un point de vue de jeunes fonctionnaires, puis même étudiants, moi, j'ai été dans cette situation-là. J'ai eu mon premier emploi étudiant au gouvernement aux affaires autochtones. Puis après ça, ben, on m'a convoqué en entrevue pour Emploi et Développement social Canada. Puis j'avais comme pas le choix de mettre ma gestionnaire actuelle parce que mes expériences antérieures, j'étais coach de natation, j'ai été remplaçante dans des écoles. Puis la seule expérience de travail qui peut vraiment m'aider justement en termes de référence pour l'entrevue que je faisais, c'était ma gestionnaire actuelle. Mais elle était super contente parce que les emplois étudiants, c'est justement pour t'aider à découvrir un peu. Puis l'emploi que j'avais n'était pas dans mon domaine, donc elle m'a aidée. Même chose pour ma gestionnaire actuelle, mais ça fait 3 ans que j'étais avec elle. Donc, si je décide un jour de partir, je sais que je vais pouvoir l'utiliser en référence. J'ai démontré qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis je sais qu'elle va être une bonne référence parce qu'elle veut me laisser justement me développer et tout. Mais c'est tellement important tellement important les références. Puis de bien partir aussi. Faut vraiment pas négliger ça, je trouve. Ouais, ouais. Il faut bien partir, bien travailler, faire sa marque. Et puis, quand on doit partir aussi, bien partir. Parce que aussi, on a toujours une attache là, les références. Ça, j'ai appris ça aussi quand je suis arrivé ici. Je vais dire au Canada, ouais, les références, c'est institutionnalisé. Il faut aussi prêter à ça. Merci encore à vous, tous trois, Catherine, Olivier et toi, Anne-Audrey, et puis voilà, Audrey-Anne, désolé. Et puis voilà, nous sommes heureux de continuer toujours l'aventure. Le réseau est toujours heureux aussi de vous savoir disponible, hein, de venir donner, partager. C'est ce que nous voulons aussi. Je pense que chacun de vous, chaque personne qui a participé à cette session aussi va garder un bon souvenir. Et puis, n'oubliez pas que vous pourriez toujours aller sur nos chaînes YouTube, aller aussi sur notre chaîne YouTube ou bien même notre site Wikipédia, Wiki précisément, je vais dire, Wiki, et puis avoir les informations. Nous avons aussi notre page Facebook, Olivier l'a mentionné. Juste avant de nous quitter, il y a un petit sondage de fin. Cette session était-elle un bon usage de votre temps? Oui, non, je ne le sais pas. Les réponses ne sont pas visibles, hein, c'est juste pour une évaluation, une auto-évaluation du réseau. Donc, sentez-vous libre d'y répondre. Merci en tout cas. Et puis voilà, je pense que là, je précise que nous aurons une autre session, pas la session en continu, mais on aura le Wonderme, voilà. Donc, il y aura une autre façon de réseauter aussi avec d'autres employés de la fonction publique sur Wonderme de 16h à 17h, heure de l'Est. Les liens vers toutes les sessions ainsi que pour l'événement de réseautage peuvent être retrouvés sur V-Expo. Les ressources seront disponibles, je l'ai dit, sur notre page Wiki et l'enregistrement de cette session sera disponible aussi sur YouTube. Merci encore et puis vive le camp de carrière et puis toujours le réseau des jeunes fonctionnaires toujours là pour vous accompagner. Au revoir, portez-vous bien. Au revoir.